connaît tous la chaîne de télévision pour enfants Nickelodeon et plus précisément pour leurs séries, que ce soit Drake et Josh, iCarly, Victorious, Sam et Cat, vraiment on en connaît tous au moins une. Mais aujourd'hui on va vous parler du côté sombre de Nickelodeon, surtout du documentaire qui est sorti aux États-Unis, Quiet on Set. Il est sorti au mois de mars, je ne sais pas s'il va sortir en France, mais ici on va vous parler de ça. Salut à tous, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et surtout avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Une des révélations les plus choquantes dans ce documentaire, c'est l'affaire avec Drake Bell. Au départ il jouait dans la série avec Amanda Bynes dans le Amanda Show. La deuxième personne qui sera très importante dans cette histoire, c'est Brian Peck, un coach et producteur de Hollywood. Lorsque Drake jouait dans la série Amanda Show, il habitait assez loin du set et il devait faire beaucoup de distance chaque jour pour aller jouer. Il y avait énormément d'épisodes, ce qui causait qu'il était toujours assez fatigué durant toutes ses journées. Et c'est là que le gentil Brian Peck lui propose de pouvoir venir séjourner chez lui, chose que le père de Drake, il a pas du tout apprécié. Lui, il a toujours dit qu'il avait un mauvais pressentiment à propos de ce fameux Brian. Il en a même informé Nickelodeon et la propre mère de Drake parce qu'ils étaient séparés. Il a même forcé en disant à son ex-femme, s'il te plaît, ne laisse jamais Drake tout seul avec Brian. S'il passe une audition, sois toujours avec lui. S'il va aux toilettes, je ne sais pas, reste toujours près de lui. Ne laisse jamais Brian seul avec Drake. Et la réponse de l'équipe de Nickelodeon aux inquiétudes du père de Drake était simplement que Brian était un homosexuel assumé et donc en réalité le père de Drake c'était juste un gros homophobe. Il n'y avait pas d'autres questions à se poser en fait. Brian a tout fait pour que le père de Drake soit le plus loin possible de lui parce qu'il avait très vite compris que la seule personne qui pouvait mettre fin à toute cette histoire entre Drake et lui c'était son père, alors il a tout fait pour l'en éloigner. Mais malheureusement la mère de Drake va simplement dire bah oui Brian c'est un garçon très gentil, Drake vas-y tu peux dormir chez lui, tu peux te reposer, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Drake a fini par aller chez lui et malheureusement beaucoup de drames se sont passés dans cette maison. Et dans le documentaire, Drake nous fait une révélation qui est juste horrible, c'est qu'à un moment donné il était chez Brian, il était en train de dormir dans le fauteuil parce qu'il dormait toujours dans le fauteuil, il se réveille en pleine nuit en sursaut et là Brian était en train d'abuser de lui. Ça a bien sûr été très difficile pour Drake de se rendre compte, de savoir quoi faire. Sur le coup, il s'est dit qu'il allait dire à personne, ni à ses parents, ni à ses proches. Il voulait juste essayer de s'éloigner tout doucement de la vie de Brian sans que personne ne sache. C'est pour ça qu'il va commencer à sortir avec une fille et va passer toutes ses journées chez sa belle-mère pour éviter un maximum d'être chez Brian, bien sûr. Malgré le fait que Drake essaye d'avoir une porte d'échappatoire et d'être le plus loin possible de Brian en étant chez sa belle-mère, Brian n'en démord pas et il harcèle Drake au téléphone jusqu'à l'appeler plus de 500 fois par jour pour exiger qu'il rentre tout de suite à la maison, chose qu'évidemment Drake va finir par céder et retourner à la maison et les faits vont se reproduire à plusieurs reprises. Et c'est à chaque fois de pire en pire. Et le jour où Drake a compris que ça allait vraiment trop loin, c'est le jour où il a gagné sa propre série qui était Drake et Josh. C'est le moment où Brian a tout fait pour participer à cette série, pour devenir le père de Drake dans la série, pour être un des acteurs principaux. Pour Drake, cette série c'était la plus grande réussite de sa vie, c'était le moment de partir, le moment d'avoir la gloire. Et là il voit que Brian malgré ça essaie de le suivre et là il s'est dit stop, j'en peux plus. Et il a donc directement allé parler à sa maman. Heureusement sa mère l'a cru immédiatement et elle a tout de suite appelé la police. La police a exigé qu'ils aient une sorte de preuve et s'il était possible d'enregistrer Brian en train d'avouer tout, et Drake a réussi à avoir ces enregistrements avec les aveux de tout ce que Brian lui avait fait subir. Directement par la suite de ça, Brian va être condamné à des crimes similaires avec 11 victimes différentes. Et là j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez entendre des choses qui vont vous donner la rage mais tellement grande que c'est vraiment inexplicable. Évidemment il y a eu un procès et c'est lors du procès qu'on s'est rendu compte à quel point Brian était soutenu. Comment on peut soutenir quelqu'un qui a fait des choses aussi abominables? Et bien ce fut le cas parce qu'au tribunal du côté de Drake il n'y avait pas grand monde, si ce n'est sa mère, sa famille, et du côté de Brian il y avait des très grosses têtes, des gens très connus qui sont venus le soutenir et qui plus est, ces personnes ont écrit une lettre au juge en mentionnant des louanges à propos de Brian et qu'en fait il était victime d'un coup monté. Autre chose à savoir, c'est qu'au moment des faits, le nom de Drake avait été caché par la justice, donc entre guillemets personne ne savait que c'était lui qui avait subi toutes ces atrocités. Et donc du côté de Brian qui avait plus de 40 personnes, Brian avec toutes ses preuves, toutes ses victimes, même la confession qu'il a eue via le téléphone, il n'a été condamné qu'à 16 mois de prison. 16 mois de prison. Franchement. Là, quand tu entends tout ce qu'il a eu que 16 mois de prison et que tu vois que Hollywood était là pour l'aider, on voit vraiment que la priorité qui était Hollywood à ce moment-là, quoi. Un passage qui a vraiment été très émouvant lors du documentaire, c'est avec le père de Drake. Le père de Drake, depuis le début, il savait que Brian était quelqu'un vraiment de mauvais, il avait ressenti, il avait ce côté paternel qui lui disait non, ne t'approche pas de lui. Il leur a même dit, comme on a dit, à la maman de Drake de ne jamais le laisser s'approcher. Et le jour où il a été condamné, Drake a directement appelé son père pour le prévenir, pour dire papa, t'avais raison depuis le début, Brian il s'est fait arrêter, il a été
condamné. Et là, son père lui a dit « Ah, Dieu merci, heureusement que toi t'as pas vécu ça, que ta maman m'a écouté, que t'as pas dû subir ces atrocités. » Et sauf que malheureusement, son père ne savait pas que c'était son fils qui avait subi ça, que c'était son fils qui était rentré en justice. Drake n'a malheureusement pas eu le courage d'avouer à son père à ce moment-là, et il lui a avoué des années plus tard. Mais imaginez la douleur de son père après avoir su que finalement c'était son ex-femme qui l'a pas écouté et que lui il avait raison depuis le début, quoi. C'était vraiment très émotif. On voit son père qui pleure dans les commentaires, et ressentir ça, c'est très émouvant, quoi. Mais attendez, c'est pas tout, parce que à Hollywood, si jamais tu es condamné pour avoir eu des viols sur enfants, tu peux quand même travailler chez Disney. Et oui, vous ne rêvez pas, parce que après sa condamnation, Brian a été engagé par Disney Channel pour travailler sur la vie de palace de Zack et Cody. Bien sûr, Disney Channel va directement dire qu'il ne savait pas de la condamnation de Brian, alors que what the fuck, tout le monde devait le savoir. C'est quelqu'un de très connu à l'époque, et dès qu'ils ont su, ils l'ont directement viré. Ils vont aussi préciser que Brian n'a jamais été présent lors des tournages de Zack et Cody. Mais bon, comment tu peux engager quelqu'un qui est un prédateur sexuel d'enfants dans un set pour une série pour enfants? C'est vraiment absurde. En tout cas, chacun se fait son propre avis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la décision de Disney. Une autre partie très importante du documentaire, c'est sur la vie de Amanda Bynes. Amanda Bynes était la chouchoute de Dan Schneider. Mais qui est Dan Schneider? Dan, c'était vraiment le big boss de Big Boss. Tout le monde avait peur de lui. Il pouvait ruiner ta carrière en moins de 2 secondes. Mais il pouvait aussi la faire grandir. Et il a vu en Amanda Bynes la future super méga star des États-Unis, au point qu'il lui a offert son propre show, le Amanda Show. Vous pouvez voir, Amanda était très jeune. Elle a commencé à l'âge de 9 ans avec un talent extraordinaire. Mais beaucoup de choses très bizarres se passaient dans le set de Nickelodeon. On voyait souvent Dan et Amanda disparaître. Quand l'un n'était pas là, l'autre n'était pas là non plus. Personne ne savait où ils étaient, et souvent ils revenaient ensemble et donnaient la même excuse en mode « Ah, on était là-bas sur le côté, on parlait des prochains épisodes, on écrivait les prochains épisodes. » Assez étrange. Mais toutes les choses bizarres ne se passaient pas uniquement hors caméra, puisqu'on peut retrouver Dan et Amanda tous les deux dans un jacuzzi, avec Amanda qui est en bikini, lui il est habillé, et c'est normal. Et Amanda va même discuter un peu avec Dan en disant ah, c'est toi qui écris les séries, etc. Et puis elle dit oui, c'est moi qui écris tout. Ah, donc c'est toi qui as eu l'idée de nous mettre tous les deux dans ce jacuzzi? Oui, c'est moi. On peut voir qu'il était très fier de sa réponse, en mode oui, c'est normal que je sois là avec une gamine dans un jacuzzi. Non, frérot, c'est pas normal du tout. Amanda Bynes ne s'est jamais prononcée officiellement sur les faits ou potentiellement faits qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu avec Dan Schneider, mais on peut essayer de gratter différentes informations sur internet. Une chose importante à savoir, c'est que c'était les parents de Amanda Bynes qui géraient tous ses réseaux sociaux, donc elle avait accès à rien. Mais un jour, un compte Twitter est créé sous le nom de Ashley Banks, et cet Ashley nous dit être en réalité Amanda Bynes. Évidemment, il n'y a aucune preuve officielle qu'il s'agit réellement d'Amanda, bien qu'elle a quand même essayé de poster des photos de son passeport pour prouver son identité, mais rien d'officiel. Mais ça fait nourrir la théorie, et on peut quand même se poser la question sur la véracité des choses qui se disent dans ces tweets. Et dans un de ces tweets, on va voir une révélation énorme où elle va dire « Imaginez devoir avorter à 13 ans parce que ton chef t'a mis enceinte. » Et qui était son chef lorsqu'elle avait 13 ans? Et elle va aussi dire que son père abusait d'elle. Ashley/Amanda, elle arrêtait pas de partager différents tweets, mais elle en mettait, elle en supprimait, elle en mettait, elle en supprimait, dans lequel elle arrêtait pas de dénoncer certaines personnes d'être pervers. Et en parallèle de tout ça, le réel compte d'Amanda tweet « Mon père n'a jamais été un agresseur, n'écoutez pas ce que je raconte, j'ai un truc dans le cerveau en ce moment, ça va pas du tout. » C'est assez bizarre quand même, toute cette histoire. Amanda elle a plusieurs soucis au niveau de sa santé mentale, mais comme ça vous savez qu'il existe cette théorie. Dites-nous en commentaire si vous y croyez à cette théorie de Ashley Banks, qui est en réalité Amanda Bynes ou pas, dites-nous dans les commentaires. Amanda a une expérience très traumatique à Hollywood en tant qu'actrice. Elle a même décidé de quitter Hollywood. Malheureusement, elle a sombré dans la drogue, dans l'alcool, comme beaucoup de personnes connues malheureusement. Et de nos jours, elle fait quelque chose qui n'a rien à voir. Elle a décidé de passer sa formation pour travailler dans la manicure. Rien à voir. Dan Schneider ne causait pas simplement la terreur chez les enfants, mais également chez les adultes. Dans le commentaire, on va entendre parler avec des scénaristes qui dit que travailler et vivre avec Dan, c'est comme si tu vivais avec quelqu'un de toxique, c'est comme si tu étais en relation avec quelqu'un de très toxique. Elle va nous dire que Dan a engagé 2 scénaristes pour faire le travail d'une seule personne, et elles vont être payées avec un seul salaire. C'est un secret pour personne, Dan c'est quelqu'un de misogyne, exécrable, juste méchant, il adore la méchanceté gratuite, et il avait vraiment un problème avec les femmes. Quand il arrivait sur le set, il n'hésitait pas à demander aux gens « Ah, est-ce que quelqu'un connaît une femme drôle? Est-ce que quelqu'un sait me citer au moins une femme humoriste? Ah 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 ah. J'en connais aucune. » En mode, les femmes sont tellement nulles qu'elles savent rien écrire de juste drôle. Il y a un jour, cette fameuse scénariste va prendre son courage à 2 mains pour expliquer un scénario qu'elle voulait mettre en place dans une série originale de Nickelodeon. Elle va arriver devant tout le set, devant Dan, et elle va proposer son idée, et là Dan il sera en mode « Attends, tu peux répéter 2 secondes? J'ai pas bien écouté. » Et puis elle répète. Elle a dit « Non, répète là maintenant sur la table ici en faisant semblant que tu étais en train de toucher. » Et là, elle était en mode
Elle a regardé et elle s'est rendue compte qu'au final il rigolait pas. Il avait tellement une emprise énorme sur le set, sur les gens, que malheureusement la scénariste elle s'est sentie obligée de le faire. Elle a fait semblant devant tout le monde en disant son projet et son idée. Évidemment ça a été un événement très traumatique pour elle parce que l'intégralité du setup s'est moquée d'elle, donc elle a eu beaucoup de difficultés à le vivre. Mais c'était pas un cas isolé parce que Dan il refusait toujours de lire, d'écouter les scénarios de tout le monde, mais à chaque fois il voulait bien le faire en échange de quelque chose. Donc il disait ah si viens dans ma loge, tu me feras un petit massage et peut-être je mettrai ton idée après le petit massage. C'était ce genre de personne là. Et bien sûr personne n'osait faire tête à Dan parce que c'était un homme très puissant, il avait énormément de contacts. Donc au-delà même de te faire renvoyer de la chaîne Nickelodeon, parce qu'il avait de toute façon tellement de contacts, tu pouvais être blacklisté de tout. Vous avez souvent déjà vu dans des films, dans des dessins animés, dans des séries télévisées faites pour enfants, il y a toujours des petites blagues faites pour les parents, pour que les parents puissent comprendre. Vraiment, tout le monde soit inclus dans le film ou même dans la série ou dans le dessin animé. Évidemment, dans les séries originales de Nickelodeon, il y a aussi ce genre d'éléments, ce genre de scènes qui peuvent être à double sens. Alors pour vous, pour nous qui regardons ces images ou des enfants, c'est pas trop grave, on comprend pas trop où est le problème. Mais pour les personnes qui ont un fétichisme, ça peut être vu d'une manière différente. Et dans les séries Nickelodeon, les pieds et les pieds des enfants sont beaucoup mis en avant, peut-être même un peu trop. Il y avait également d'autres scènes qu'on pouvait avoir un double sens ici également. Leon Fridson, un acteur qui a joué dans la série All That, qui était dans le documentaire, va nous parler d'un moment qu'il a vécu où il devait jouer un super-héros qui s'appelait Noise Boy, donc garçon né. Ce qui était assez étrange, c'était la forme de son nez et la forme de son costume qui ressemblait assez étrangement à la partie génitale d'un homme. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'il devait éternuer, il y avait un énorme liquide qui tombait. On voit souvent le liquide qui tombait dans plein visage des femmes. Bien sûr, on peut avoir le double sens qu'on a envie, mais avec toutes ces histoires bizarres, on comprend pas en fait pourquoi il y a ces scènes-là, pourquoi il y a ça là pour une série télévisée pour enfants. Évidemment, Léon, il était pas bête, il avait très bien compris qu'est-ce que son costume représentait, mais il avait très peur de dire quelque chose parce qu'il savait très bien qu'avec le pouvoir de Dan, il pouvait être coupé de la série juste instantanément. Pour continuer avec les pieds, lors de l'émission Sam et Cat, Dan Schneider a proposé un concours pour tous les téléspectateurs. C'était d'écrire quelque chose sur leurs pieds et d'envoyer une photo. Mais évidemment, tous les téléspectateurs, c'était qui? C'était des enfants. Donc il a dû recevoir Dieu sait combien de photos de pieds d'enfants. Et c'est suite à cet événement que Nickelodeon va enfin décider d'enquêter en interne sur Dan, sur les conditions de travail, etc. Et il a enfin été renvoyé, mais juste de Sam et Cat, hein. Juste ça. Et c'est seulement en 2018 que Dan Schneider va être viré complètement de Nickelodeon grâce au mouvement MeToo qui a été popularisé en 2017, mouvement qui permet la libération de la parole de la femme. Et suite à la diffusion du documentaire Quiet on Set, Hollywood Reporter a immédiatement publié une interview exclusive de Dan Schneider en train de s'excuser, sauf qu'en réalité l'interview elle est menée par Boogie. Boogie c'est un ancien acteur de iCarly, sauf que lui au moment de iCarly c'était un adulte, donc évidemment il n'a pas vécu de la même façon qu'un enfant le setup. Surtout aussi que Boogie a gardé un bon contact avec Dan, c'est comme si on voyait une interview entre deux amis, donc quand Dan s'excusait, bon s'excusait entre guillemets, c'était vraiment des fausses excuses parce qu'il était en mode bon si j'ai pu blesser des personnes, je suis désolé. À côté de ça, Boogie n'essayait pas de poser d'autres questions, n'essayait pas de mettre la pression ou même d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, c'était vraiment entre potes en mode hey t'as fait quoi là, c'est tout quoi. Donc c'est une interview assez étrange, il n'a bien sûr plu à personne dans ce monde là, que c'était pas vraiment des vrais aveux, mais malgré tout ça reste quand même ses premiers aveux. C'est la première fois qu'il avoue avoir été exécrable avec ses employés, donc même si c'est un peu bof comme interview, c'est mieux que rien. Dans cette interview, il parle juste de son comportement, mais à aucun moment il va mentionner sa relation un peu étrange avec Amanda, ou bien ses histoires de pieds, ses blagues un peu douteuses dans certaines séries, ça il va jamais en parler. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous étiez au courant de toute cette histoire cachée derrière Nickelodeon. Et voilà, ça a été un sujet assez compliqué d'en parler, c'était assez complexe de comprendre tous les détails parce qu'il y a beaucoup d'histoires, le documentaire n'était pas sorti en France, on a dû vraiment faire des bonnes recherches, j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo. On revient sur YouTube après un très long moment, on a fait les vidéos de notre mariage qu'on a beaucoup aimé parler, mais les vidéos travaillées, les vidéos d'histoire qui nous plaît beaucoup, on voulait absolument en revenir, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, d'autres histoires que vous aimeriez bien qu'on explore, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like en bas de cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao!